Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Bonsoir, bienvenue au Grand Dialogue de Studio Tamani. Aujourd'hui, nous allons parler de la fuite des cerveaux. Quel est le constat au Mali? Des brillants élèves et étudiants africains partent chaque année par milliers en Europe, en Amérique ou en Asie pour des meilleures conditions d'études ou de recherche. La plupart ne reviennent plus au bercail. Le Mali ne fait pas exception à ce triste constat. De nombreux intellectuels du pays enseignent dans les universités étrangères au détriment de celles du pays. Une perte pour le Mali. Pourquoi cette propension à aller étudier à l'extérieur? Pourquoi après les études, certains préfèrent rester à l'étranger? Comment mettre fin à la fuite des cerveaux? Pour en parler ce soir, nous recevons Morike Dambélé, enseignant pédagogue. Omar Ba, il est étudiant, un ancien étudiant qui était au Maroc, à Marrakech. Et Maïmouna So, gestionnaire d'une agence de placement universitaire. Ce grand dialogue sera modéré par Sekou Gadjigo. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le Grand Dialogue. Merci, chers invités, d'être là et toutes nos excuses pour ce léger retard. Alors, Morike Dambélé, comment se présente le phénomène de la fuite des cerveaux au Mali? Merci beaucoup, mon cher ami, et merci aussi à mes jeunes collaborateurs. Je suis heureux de me retrouver avec vous. Je sais que vous avez peut-être fait vos formations à l'extérieur et que vous allez témoigner sur ces questions-là. En vérité, l'Afrique, de façon générale, perd une partie importante de ses ressources humaines du fait qu'elle n'arrive pas à entretenir ses ressources, du fait que ces ressources n'arrivent pas à trouver les meilleurs cadres d'évolution dans leur spécialité. Et c'est très grave. C'est grave parce que ça retarde le processus du développement de l'Afrique. Le Mali est parmi les pays où beaucoup d'intellectuels, beaucoup de cadres sont placés à l'extérieur. Et c'est très grave pour le pays parce que finalement, si tous ces cadres-là rentraient, évidemment, nous aurons une masse critique d'intellectuels capables de propulser le développement de notre pays. Mais quand vous dites que ces ressources ne parviennent pas à trouver le meilleur cadre d'évolution dans leur domaine, est-ce que c'est, par exemple, si c'est des étudiants ou bien si c'est des chercheurs, est-ce qu'en partant à l'étranger, ils n'ont pas déjà une idée de ce qui pourrait être des perspectives pour eux au retour? Oui, non, la situation est plus dramatique que ça. C'est-à-dire qu'il y a une partie importante depuis plus d'une décennie que l'État finance, que nous appelons traditionnellement les bourses d'excellence. Ils sont financés sur fonds publics. Et quand ils rentrent, ils n'ont pas de travail. Mais vous voyez comment c'est grave que l'État prend sur le fonds public, investit de l'argent dans la formation des jeunes qui, de leur retour, passent porte par porte pour se taper. Et puis, ils n'ont pas d'accueil. Mais c'est très grave. C'est comme si on jetait de l'argent à la fenêtre. Et donc, il y a un problème de planification de la gestion des ressources humaines au Mali. Et c'est extrêmement important parce que si on ne prend pas garde, ces ressources qu'on perd chaque année vont nous rattraper après. On va toujours dire, ah, si on avait fait ça, si on avait fait ça. Et c'est dommage. Alors, Omar Ba, vous êtes un étudiant qui, de retour de Marrakech, vous avez fait vos études à Marrakech. Alors, peut-on savoir d'abord pourquoi vous avez décidé d'aller étudier à l'extérieur, hors du pays? Oui, merci beaucoup, très cher Gadjigo. Gadjigo. Alors, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour débattre sur ce sujet. Alors, on dit en Afrique, quelqu'un qui prend la parole sans se présenter, c'est commettre un crime. Je suis Omar Ba, actuellement entrepreneur, promoteur de l'agence de voyage Ba Corporation. Je suis Toastmaster et aussi l'un des actionnaires d'une nouvelle école de commerce et aussi une nouvelle école de géologie et des mines à Bamako. Alors, pour répondre à ta question, il faut savoir que tout Malien jeune
à peine 14 ans, 16 ans, tu rêves d'aller voir ailleurs. C'est ce qui nous pousse à étudier, à avoir des meilleures notes. C'est vraiment en fait une récompense en quelque sorte. Moi, comme tout jeune, avant le bac, l'objectif c'est pas d'avoir le bac, mais plutôt avoir une mention très bien ou au pire mention bien. Nous voulons tous quelque chose de mieux pour nos enfants, pour nous-mêmes. C'est pour cela qu'on étudie très bien, on fait tout pour avoir une bourse. C'est dans ce cadre-là que je me suis bâti pendant 3 ans pour avoir une bourse d'études. Alors, j'ai eu le Maroc grâce à Dieu. Le plus important pour moi, à l'époque, c'était de quitter le pays. Parce que tout le monde connaît la situation ici au Mali. Apprendre à étudier ici, c'est vraiment une dure épreuve. Au bout de quelques années, tu vas abandonner dû à des grèves inutiles, de l'EM et beaucoup de facteurs qu'on ne maîtrise pas. Le fait de quitter la région et venir à Bamako, il y a des facteurs qu'on ne maîtrisait pas. Donc la chance, c'était d'aller... Vous avez fait votre cycle secondaire quand même ici. Oui, j'ai tout fait à Ségou, de la première année jusqu'au lycée. Et c'est après le bac, grâce à une mention bien, j'ai été sélectionné parmi les 50 boursiers du Maroc en 2009. Donc, mon rêve, c'était de quitter le pays. À l'époque, c'était vraiment ça l'objectif. On ne se souciait pas des avantages, des inconvénients. Mais aujourd'hui, avec le recul, on a compris beaucoup de choses. Mais il faut savoir que... c'est grâce à une bourse offerte par l'État que vous êtes parti. Exactement, une bourse avec... l'AMCI, l'Agence marocaine pour la coopération internationale. Donc, il y a beaucoup de facteurs qu'on ne maîtrisait pas, mais quand même, l'objectif, c'était de quitter le pays. Arrivé là-bas, on a découvert beaucoup de choses. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, après les études, on a décidé de retourner au pays pour donner ce qu'on a réussi. Justement, vous avez décidé de retourner. Est-ce que, depuis en partant, vous aviez cet objectif-là, cette intention de revenir après les études au pays? Oui, en fait, il faut savoir quand on part très jeune, on a des objectifs fixés, mais en réalité qui sont fondés sur des décisions presque pas importantes. C'est arrivé que tu passes 5 ans, 10 ans, tu apprends et tu vois autrement les choses. Sinon, en partant, on voulait tous devenir des docteurs, peu importe le domaine. L'objectif, c'était vraiment d'étudier. On voulait vraiment étudier, la connaissance d'abord. C'est arrivé sur place qu'on a su qu'il n'y a rien qui est mieux que ton pays. Donc, tôt ou tard, il faut retourner. Donc, après 8 ans, on a décidé de retourner. Et jusque-là, il y a encore des amis qui sont là-bas ou d'autres qui sont allés encore plus loin. D'accord. Vous allez nous dire tout à l'heure comment ce retour s'est passé, quelles sont les difficultés auxquelles vous avez été confrontés. Mais avant, je voudrais donner la parole à Maïmouna Sow. Vous êtes responsable d'une agence de placement universitaire. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement? Alors tout d'abord, bonsoir et merci de m'avoir donné la parole. Je suis Maïmouna Sow de l'agence Askouni Mali, une agence de placement universitaire turque. Comme il a si bien dit, j'ai fait mes études aussi en Turquie. J'ai un master en business administration. Donc déjà avant ma soutenance, j'ai eu à faire des petits boulots pour l'agence universitaire, vu qu'ils voyaient qu'il y a beaucoup d'étudiants africains, surtout maliens, qui venaient en Turquie pour des études. Donc là, je travaille à l'agence Askouni Mali comme le chef de partenariat. Je suis chargée à chercher des nouveaux partenaires en Afrique. Par exemple, les sous-agences qui envoient des étudiants à l'extérieur, vu que Askouni, c'est une agence mère, mais ils ont une filiale ici qui est Askouni Mali. Donc, ils veulent ouvrir des agences dans toute l'Afrique, voire dans tout le monde. Donc, voilà un peu. Donc, vous aidez les élèves qui souhaitent aller étudier en Europe, à aller étudier en Europe. Alors, oui. Combien d'étudiants vous pouvez envoyer, vous pouvez aider, assister pour qu'ils aillent étudier hors du pays? Combien d'étudiants par an? Bon, pour le moment, nous pouvons dire que nous avons envoyé une centaine d'étudiants, que ce soit en Turquie, Canada, Chypre, l'Inde, Malaisie, Dubaï et d'autres pays. Depuis combien d'années? Nous sommes opérationnels depuis 2018. Depuis 2018? Oui. Donc déjà, comme exemple, nous avons envoyé 45 étudiants en Turquie le mois de décembre passé. Donc c'est la Turquie qui est plus à la demande par rapport aux autres pays, en rapport de la facilité de la vie, le coût de la vie, que ce soit les frais scolaires et autres. Alors ces étudiants qui partent étudier par votre canal, est-ce que vous avez un regard sur eux après? Est-ce que vous les suivez après? Effectivement. Déjà, nous avons ce qu'on appelle les frais d'agence. Dès que l'étudiant ou le parent s'engage à payer les frais d'agence, nous les suivons depuis ici au Mali jusqu'à Istanbul ou jusqu'à leur pays d'arrivée. Nous les assistons par rapport à tout,
l'accueil à l'aéroport, la recherche du logement et l'assistance par rapport à la carte de séjour, ainsi de suite. Et juste après, s'ils ont des problèmes, ils peuvent s'adresser à l'agence qui se trouve à Istanbul pour les aider dans toutes les difficultés qu'ils peuvent avoir à l'extérieur. D'accord. Est-ce qu'on peut savoir le coût pour un étudiant pour aller étudier dans une université, par exemple en Turquie? Vous lui demandez combien? Bon, ça va dépendre de la filière et ça va dépendre de quelle université ils veulent partir parce qu'il y a les universités privées comme il y a les universités publiques. Par exemple, moi, mon cas, je suis partie en Turquie pour faire mon master. Donc, les 2 ans de mon master, c'était à $3 000. $3 000, je ne sais pas, ça fait combien aujourd'hui exactement. Déjà, ces 3 ans, vous allez faire une année de langue en anglais d'abord. Après, vous allez commencer votre département. Et par rapport à la vie, c'est pas du tout cher. On peut dire par mois, vous pouvez payer, si c'est le campus, vous pouvez payer 150 000 francs CFA, la maison, Wi-Fi, les machines à laver, tout y compris. Donc, ce qui a rapport avec le transport, c'est très moins cher au fait. Au fait, tout ce qui concerne les étudiants en Turquie, ils ont mis des réductions, ils ont mis des paquets sur ça. D'accord. Oui. Moriké Dambélé, selon Maïmouna Sow, de 2018 à maintenant, ils ont envoyé, en tout cas, ils ont aidé une centaine d'étudiants à aller poursuivre leurs études hors du pays. Cela montre quand même que le phénomène est, en tout cas, a une certaine ampleur dans le pays. Est-ce que l'État peut avoir un regard sur tous ces étudiants qui partent, que ce soit ceux qui partent par le canal d'une bourse offerte par l'État ou bien ceux qui partent par leur propre canal? Est-ce qu'on peut les suivre? Oui, effectivement, on peut se poser cette question. Mais il est vrai que lorsque vous obtenez le bac, vous devez avoir un fichier de suivi des bacheliers. Dans tous les pays du monde, ça se fait comme ça. Une fois que vous avez obtenu le bac, on doit savoir où est-ce que vous êtes parti. C'est vrai, d'autres disparaissent des radars. Mais en vérité, la question fondamentale, c'est de dire qu'est-ce que nous faisons pour que ces étudiants en fin de formation puissent nous revenir. Qu'est-ce que nous faisons, en fait? Oui. Et c'est ça la grande question. Alors, donc, que ce soit la filière individuelle où les parents décident d'envoyer un enfant à l'extérieur, que ce soit la filière coopération, la coopération entre les pays, le Maroc, la Tunisie, d'autres pays, offrent des bourses aux Maliens, aux meilleurs Maliens. Et donc, voyez-vous que c'est important. Parce que généralement, ceux qui partent sont des meilleurs. Maintenant, si on les laisse partir, évidemment, on doit avoir un regard sur eux, sur leur destination, sur leur parcours scolaire, afin de les assurer des choses au retour. Mais s'ils savent que quand ils retournent, ils n'ont rien, absolument rien, il est difficile de les convaincre à revenir dans notre pays. Donc la question centrale, c'est de dire quel mode de planification de ces sorties-là. Vous avez estimé à 45, mais non, ils sont à 350. Les étudiants qui sortent chaque année, qui sont répertoriés, sont à peu près 350. Mais souvent, ça dépasse un peu ça, souvent, ça n'atteint pas ça. C'est-à-dire, enfin, les étudiants qui sont supposés être déjà sortis pour aller faire des études. Il y en a qui vont dans la sous-région, il y en a qui vont dans les pays du Maghreb, il y en a qui vont au-delà du continent. Et donc, il y a un répertoire pour tracer. Maintenant, qu'est-ce que le ministère doit faire? Le ministère doit faire un suivi. Et quand les étudiants viennent déjà prendre leur attestation de baccalauréat, on peut donner une fiche pour que l'étudiant puisse donner des informations sur lui, ne serait-ce que le mail, puis etc. À partir de ces informations-là, on peut essayer de prendre contact avec lui. Mais aussi à les ambassades. Quand les étudiants arrivent dans les pays d'accueil, il peut y avoir un mécanisme qui permet de garder le contact avec ces étudiants-là. Et bon, il n'y a pas ces mécanismes. Ces étudiants-là ne sont pas suivis par l'État. L'État n'a aucun moyen de... Non, absolument pas. J'ai vu récemment des étudiants au Sénégal. Ils ne sont pas répertoriés par l'ambassade. Il y en a qui viennent se faire recenser, mais il y en a qui ne viennent pas. Et que l'ambassade aussi ne fait pas assez pour aller vers ces étudiants-là. Ils ont une sorte d'amicale. Ils se rencontrent, ils invitent l'ambassade, mais c'est là où ils découvrent qu'il y a beaucoup d'étudiants. Ils sont souvent plus de 400.
Et moi, j'ai fait mes études au Sénégal. Donc, quand on fait des manifestations, bon, on voit bien qu'il y a beaucoup d'étudiants, mais qui ont différents parcours. Mais l'idée, c'est que nous puissions les suivre et que nous puissions garantir un retour reçu pour certains de ces étudiants-là qui le souhaitent. Il y en a qui ne souhaitent pas venir, même si cela est garanti. Hein. Il y en a qui ont pris une certaine allure et qu'ils ont une certaine vision. Bon, c'est leur droit aussi de continuer à rêver avec les conditions dans lesquelles ils se trouvent dans les pays d'accueil. Mais est-ce qu'il n'y a pas une inadéquation aussi souvent entre les formations, les filières pour lesquelles optent ces étudiants qui ont des bourses et le marché de l'emploi ici au pays? Bien sûr. Bien sûr, là, on peut toujours interroger la portée des filières. Et souvent, quand c'est les bourses de coopération, évidemment, souvent le Mali n'a pas une très bonne maîtrise des filières. Souvent, on envoie au Maroc, on envoie en Algérie pour des formations qui n'ont pas assez d'impact sur le développement du pays. Mais ça, c'est des négociations que le ministère doit engager par rapport à des pays qui nous donnent des bourses. C'est au ministère de négocier et de négocier les filières qui peuvent être porteuses pour notre pays. Mais pour les bourses d'excellence, là, le Mali désigne les universités d'accueil. Le Mali fait un effort pour pouvoir soutenir ces boursiers. Ils coûtent cher, ces boursiers d'excellence. Mais au retour, on les voit souvent, ils font un mois, 2 mois. Mais est-ce qu'il arrive que ces boursiers d'excellence-là aussi ne reviennent pas, ne retournent pas? Bien entendu, j'ai commencé mon discours par ça parce que j'en connais et j'ai rencontré des boursiers d'excellence en France. Et ils sont déçus. Ils ont terminé les études, mais rien n'est garanti pour le pays. C'est-à-dire quand ils viennent pour faire l'assistanat à l'université, etc., ils ne sont pas intégrés, ils tournent, ils font 1 an, 2 ans. S'ils ont un droit de séjour, là, ils n'attendent pas l'expiration de leur droit de séjour. Ils vont retourner parce qu'ils se débrouilleraient mieux dans ce pays d'accueil, la France naturellement, qu'au Mali. Et donc, nous devons faire beaucoup pour pouvoir les capter et puis les insérer dans nos circuits de l'université. C'est possible. Il suffit simplement qu'on y réfléchisse et qu'on trouve des solutions pour que ces gens-là, en tout cas pas tous, mais certains d'entre eux, puissent rentrer parce qu'ils ont l'amour du pays. Et ça ne manque pas toujours. D'accord. Omar Ba, est-ce que vous avez eu des camarades qui ont préféré rester au Maroc, par exemple, ou bien aller ailleurs, travailler ailleurs? Est-ce que vous en connaissez? Et quelles sont les raisons qui ont motivé cela? Alors, merci encore, très cher Gadjigo. Les raisons sont personnelles et économiques. Au Maroc, vous signez un contrat de 3 ans pour la bourse. Une fois les 3 ans finis, il n'y a plus de bourse. Si vous décidez de rester, vous allez vous prendre en charge durant le master. Si vous voulez continuer en France, c'est votre problème. Quand même, après 3 ans, on vous donne un billet retour. Vous devez retourner définitivement au pays. Qu'est-ce qu'on fait? On revend le billet retour à l'époque à une agence de voyage qui profite de la situation. Au lieu de payer peut-être 300 000, il va vous donner 50 000 pour le billet retour. Mais néanmoins, c'est juste quelque chose qui vous permet de vivre pendant 1 mois. Alors, et beaucoup ont décidé de continuer juste après la licence parce qu'ils savent qu'en restant au Maroc, ils n'auront plus de bourse. Donc, ils ont profité, durant l'année de la licence, faire le campus France ou un programme du Canada et ils ont continué en France. Aujourd'hui, ils sont là-bas. J'en connais encore des gens qui, malgré eux-mêmes, ils continuent à s'inscrire sur des formations après formation. Pourquoi? Parce qu'ils veulent continuer à avoir les documents, les cartes de séjour. Pour cela, il faut s'inscrire. Si vous finissez d'étudier et que vous n'avez plus de carte, il faut retourner au pays. Si vous voulez rester, vous n'avez pas de travail, vous allez vous inscrire encore à un nouveau master. Ils finissent par avoir 5 masters, malgré eux-mêmes, parce qu'ils veulent juste éviter de revenir au Mali. Pourquoi? Parce que certains parents aussi sont égoïstes. Ils ne veulent pas que les enfants reviennent. On dit, reste là-bas, parce que, quel qu'en soit, là-bas vaut mieux qu'ici. Parfois, ils ne passent pas à ta propre situation. Tu es là, tu n'as même pas de quoi manger, ni prendre en charge les frais d'une maison. On te demande de rester là-bas parce qu'on pense qu'il y a espoir là-bas plus qu'à chez toi au Mali.
Alors, Maïmouna Sow, par rapport à votre cas, vous avez étudié en Turquie, vous avez décidé de revenir. Aujourd'hui, vous êtes, on peut dire, une entrepreneur. Mais est-ce que aujourd'hui, il vous arrive que des étudiants qui souhaitent partir à l'étranger et que vous, quels sont les conseils que vous leur prodiguez souvent ou bien vous n'intervenez pas dans ce domaine? Si. Au fait, pour un début, par exemple, aujourd'hui, en venant ici, j'étais au bureau. Il y a un étudiant qui est venu se renseigner par rapport aux informations de la Turquie. Après, la question qu'il m'a posée, il me demande est-ce que je peux étudier et en même temps travailler? Donc, je lui ai donné des conseils par rapport à la Turquie. Je lui ai dit la Turquie n'est pas un pays comme la France ou comme les États-Unis. Ou comme en France, on peut travailler dans des McDo ou dans des petits restaurants. En Turquie, il y a 5 ans de cela, les Turcs ils nous faisaient arrêter sur la route pour nous prendre en photo. Parce que c'était pas commun de voir des Noirs en Turquie, au fait. Donc là, ce que je pouvais leur conseiller, c'est de travailler, d'être ambitieux. Parce que du moment que tu n'es pas ambitieux ou ambitieuse, il ne faut même pas songer à aller à l'extérieur. Parce que ce n'est pas une vie qui est vraiment facile. Mais est-ce que vous leur demandez souvent de revenir après les études? Exactement. Des camarades avec lesquels vous avez étudié qui peut-être avaient peur, n'avaient pas assez d'espoir au retour ici au Mali, est-ce que souvent il arrive que vous discutez avec ceux-ci et qu'ils sachent comment vous travaillez ici et que vous avez pu vous trouver un emploi ici? Est-ce qu'il arrive souvent que vous ayez cette discussion-là? Oui, au fait, je pense que je suis l'exemple direct parce qu'avant de venir, moi-même, je ne voulais pas venir par rapport à ma situation de santé. Parce que déjà, côté santé, je me dis, j'ai les meilleurs soins là-bas qu'ici. Et c'est l'une de mes copines qui est revenue. Parce que depuis le moment du Covid, il y a beaucoup de personnes qui sont venues par rapport aux autres années. Donc, elle est venue, elle me dit, non, viens, tu vas trouver un boulot, c'est comme ci, c'est comme ça. Et depuis que je suis là, je peux dire que depuis en Turquie, j'avais ce boulot-là avec moi. Mais si j'étais rentrée sans boulot, ça allait être vraiment difficile pour moi d'en trouver. Donc là, c'est ce boulot sur lequel je continue de travailler. Donc, ce n'est pas du tout facile de revenir au pays, même si c'est le choix de tous. Mais la situation du terrain fait qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent rester à l'extérieur que de venir ici. Vous n'avez jamais tenté la fonction publique? Non. Pourquoi? Parce que déjà, je me dis, peut-être comme on dit au Mali, il faudra avoir un bras long pour avoir tel boulot ou telle chose. Donc là, c'est des trucs qui m'ont fait vraiment peur au fait. Et qui ne m'ont pas incité à faire la fonction publique ou faire d'autres concours par rapport au gouvernement. D'accord. Alors, Monique Dambélé, nous voyons tous, en tout cas, comme on le dit, c'est des cerveaux, parce que ce n'est pas n'importe quel étudiant qui obtient une bourse pour aller étudier ailleurs, même si souvent, si certains peuvent l'avoir par d'autres canaux. Mais est-ce que l'État ne gagnerait pas à améliorer la qualité de l'enseignement ici au pays que de laisser ces étudiants, puisque beaucoup partent parce qu'ils pensent que la formation ici n'est pas de qualité? Oui, d'accord, oui, mais le départ... Cela n'est pas possible? Non, ce n'est pas possible que nous améliorons notre système au point d'empêcher les gens de sortir. Les gens quittent la France pour aller aux États-Unis. Oui. Les gens quittent la France pour aller au Canada. Par contre, il y a des gens qui quittent le Canada aussi pour venir en France. Donc ce mouvement, ce que j'appelle généralement la mobilité estudiantine à travers le monde, est une très bonne chose. Mais généralement, ils retournent. Oui, ils retournent. C'est ici où on a des difficultés. C'est les pays africains qui en perdent beaucoup. Oui. Mais la mobilité en tant que telle est une très bonne chose, que l'étudiant quitte, qu'il aille faire l'expérience du Canada, qu'il aille faire l'expérience de la Turquie, l'expérience de la France, est une très bonne chose. Maintenant, l'autre question, c'est de savoir comment faire en sorte que ces étudiants-là puissent nous revenir avec l'expérience qu'ils ont pu accumuler à travers leur séjour. Oui, c'est ça la question centrale. Maintenant, sinon, il n'est pas possible que nous puissions construire un système éducatif qui maintienne tous les étudiants au Mali. Oui. Alors qu'est-ce que l'État peut faire pour que ces étudiants-là ne restent pas tous là-bas, pour que certains puissent rentrer quand même après les études? En tout cas, pour ce qui est de la filière familiale ou filière individuelle, la maîtrise est difficile. C'est-à-dire quand une famille décide d'envoyer un enfant, une enfant à l'extérieur avec des objectifs de formation, donc il est difficile que l'État puisse
retirer à la famille la paternité qu'elle a sur l'enfant. C'est quand même un peu difficile. Mais pour ce qui est des bourses de la coopération, pour ce qui est des bourses d'excellence, l'État intervient. C'est-à-dire là, la coopération, c'est entre États. Et donc, il y a des possibilités pour que ces gens-là puissent revenir au Mali. D'ailleurs, c'est déjà prévu. Je crois que tous les pays qui reçoivent les étudiants maliens dans le cadre de la coopération savent que les deux pays, le Mali et le pays d'accueil, doivent faire en sorte que les étudiants puissent retourner. Même si beaucoup d'étudiants échappent, n'est-ce pas, au contrôle et continuent les études comme mon jeune collègue vient de le dire. Parce que finalement, ils vont de master en master. Ils continuent la formation pour rester, pour se maintenir dans le pays d'accueil. Et c'est une situation malheureuse. Donc même ces étudiants qui obtiennent des bourses d'excellence ne sont pas tous suivis pendant leur c'est ce que formation. J'ai commencé par dire que c'est là le plus grand problème. Parce qu'un étudiant de la bourse d'excellence, ça peut aller jusqu'à 30 millions, 40 millions pour chaque boursier. Bon, donc si on paye ça pour un étudiant, c'est parce qu'on a besoin de lui après la formation. Mais imaginez qu'on paye ça, on ne sait même pas où il se trouve. Il a en quelle année, on ne le sait pas. Il n'y a pas un suivi pour ces étudiants-là qui ne sont pas assez nombreux, mais qui sont très performants. En tout cas, ils sont sélectionnés à partir de la performance. Et on dit bourse d'excellence, c'est pour qu'ils viennent aider le pays à résoudre des problèmes qui sont de leur domaine de spécialité. Malheureusement, quand ils arrivent, j'en connais 2 ou 3 qui sont venus, ils sont retournés. Il y a même un qui est parti en Côte d'Ivoire, il a été recruté. Je vais taire son nom, mais disons que c'est très grave. Il est venu, un économiste, il a travaillé pendant 2 ou 3 ans, il n'était pas du tout satisfait. Il est parti en Côte d'Ivoire et aujourd'hui, je vous avoue que c'est un grand cadre de la BCEAO. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Et je vais vous raconter une petite histoire. J'ai vu un étudiant malien qui est premier de sa promotion en néphrologie à Dakar, quand je faisais ma thèse. Cet étudiant, je le connais personnellement. Et il avait 11 nationalités. Mais il est premier. Et quand il a soutenu, le Sénégal lui a proposé un contrat. Tout de suite avec recrutement et puis conditions, etc. Bon, il est venu, comme nous sommes dans l'amicale des Maliens de Sénégal, il est venu, il a expliqué le projet. J'ai dit non, il faut rentrer au pays. Vous allez trouver un homme. Non, il faut rentrer. Parce qu'on a horreur que la France nous prenne la crème et que la sous-crème soit prise par les pays voisins. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, bon, voilà. Et que finalement, nous allons rester ici comme ça. Ça ne va pas. Mais quand j'ai appelé un cadre du ministère de l'Enseignement supérieur, j'ai dit non, je te donne le contact de ce jeune-là, appelle-le et puis dis-lui que bon, il y a des possibilités de recrutement et que voilà, vous allez l'aider. En tout cas, il est premier, il est major de sa promotion en spécialisation en néphrologie. On a besoin de ça. On ne peut pas laisser tomber. Le Sénégal, il n'est pas né là-bas, il n'est pas sénégalais. Maintenant, ce que le Sénégal a fait là, nous, on peut le faire. Mais il n'a même pas appelé l'étudiant. Finalement, il est venu, les parents lui ont dit d'aller, et il est à Thiès. Eh bien, il sert le Sénégal. Bon, la question est sérieuse. Oui. Alors, Omar Ba, il y a cet argument que beaucoup d'étudiants brandissent. Il n'y a pas de perspective, il n'y a pas d'emploi décent au retour. Mais est-ce que c'est un argument qui tient vraiment? Est-ce que certains ne trouvent pas ça comme... c'est une excuse, mais qui ne peut pas, en tout cas, tenir devant toutes les situations, puisqu'il y a des étudiants comme vous qui sont rentrés et qui travaillent à leur propre compte aujourd'hui. Est-ce que, dans tous les cas, on peut dire que c'est un argument valable? Alors, de mon point de vue, c'est avoir la peur, en fait. Aujourd'hui, nous qui avons eu la chance d'aller étudier, ou bien qui avons eu la chance d'avoir un master aujourd'hui, avec un peu de recul, on comprend qu'il y a 2 niveaux. Le premier niveau, il faut qu'on apprenne aux Maliens depuis à bas âge de ne pas étudier pour avoir un travail après. L'objectif d'abord, c'est la connaissance, les compétences. Aujourd'hui, je peux vous promettre quelque chose. Ce qu'un élève malien apprend en 9 ans, on peut l'apprendre en 2 ans. Le système malien d'abord a un problème. On perd beaucoup de temps. Il faut qu'on apprenne
à être indépendants. Ça, vous l'avez découvert au Maroc. Je l'ai découvert au Maroc qu'il nous manque beaucoup de choses. Donc nous devons changer la mentalité d'abord. Faire comprendre à un jeune, étudie très bien, quand tu finis, ne compte pas sur quelqu'un, compte sur toi-même. Et pour cela, il faut être compétent toi-même. Aujourd'hui, l'argent, ce n'est pas un problème. Le plus important, c'est les compétences. Et le deuxième niveau, c'est nous-mêmes qui avons étudié. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous-mêmes on peut faire pour aider l'État malien? C'est dans ce cadre, en fait, que quand vous voyez les jeunes qui ont étudié en Algérie, au Maroc, en Tunisie, ils sont en train de les regrouper pour faire des projets qui aident l'État. Notre cas, on a étudié au Maroc, on ne veut plus que les Maliens aillent étudier encore. On s'est regroupé pour créer l'école supérieure de géologie et des mines. C'est créé par des anciens du Maroc qui ont été formés au Maroc dans les meilleures facultés du Maroc. Ils sont tous presque géologues à 95%. Donc ils veulent offrir les mêmes chances que ceux qui n'ont pas la chance d'aller étudier au Maroc. Et ils n'ont pas tous attendu de l'État. Eux-mêmes, ils contribuent. On contribue, on fait ce qu'on a à faire en fait. Oui. Il faut qu'on comprenne que l'État n'est pas là pour tout le monde. Au Mali, on est combien? Presque 26. Il y a combien de fonctionnaires? Presque 150 000. Par rapport au taux, c'est très peu. Alors, et le reste, nous devons entreprendre. Apprendre, nous devons nous former. Ceux qui disent qu'il n'y a pas d'emploi, je vous assure que l'emploi est là. Ils ne sont pas compétents. Beaucoup se plaignent alors que c'est eux-mêmes en fait. Ils doivent se voir qu'est-ce que je fais pour avoir un emploi. On ne demande pas un emploi, on se vend. Si je viens à Tamani et que je dis que bon, très cher Gadjigo, j'ai un plan pour faire gagner 4 millions par mois. Vous allez me recruter même si je demande 1 million. Mais si je viens avec une demande de travail, s'il vous plaît, recrutez-moi, vous allez me dire revenez après. D'accord. Il faut changer de langage. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Est-ce que, comme Monsieur Ba l'a dit, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de perspective, mais seulement on attend tout de l'État. Oui. Si nous sommes compétents, nous-mêmes, nous pouvons créer de l'emploi. Oui. Moi, déjà, je suis dans l'optique de l'entrepreneuriat. Je ne suis pas dans l'optique de bureau, faire des études. Forcément, je dois travailler dans telle banque, dans telle assurance. Non. Déjà, tous les pays d'accueil ont leurs avantages et leurs différences. Par rapport à la Turquie, l'Asie, nous sommes plus polyvalents. Par exemple, dès qu'il n'y a pas l'école, on part sur le marché. Dès qu'il y a des clients maliens qui veulent faire des achats en Turquie, on les amène dans les entreprises. Donc, au retour, les entreprises vont nous donner des commissions. Donc, nous avons grandi notre mentalité dans cette option-là. Donc, au retour au Mali, nous voulons faire tout pour voir ce qui peut marcher au Mali, qui n'a même, des fois, si ils ne sont même pas en rapport avec nos diplômes. Par exemple, là, j'ai un projet qui n'a rien à voir avec mon diplôme. Mais c'est parce que je veux réussir, pas forcément que j'ai un diplôme que je dois travailler dans ce cadre-là, en fait. Donc, il faut, comme il a si bien dit, il faut déjà, dans un premier temps, avoir l'expérience et avoir les compétences, au fait. Donc, c'est le plus important pour moi. D'accord. Moriké Dambélé, est-ce que vous partagez cet avis de Omar Ba qui dit qu'il ne faut pas tout attendre de l'État? Si nous avons réussi à aller étudier, à faire de grandes études quand même hors du pays, nous devons être capables quand même de créer de l'emploi, de susciter de l'espoir pour d'autres personnes au lieu de rester à attendre de l'État. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec son analyse. Mais son analyse va un peu plus loin que ça. En fait, on a un mauvais système éducatif. Je suis d'accord avec vous. Nous sommes dans l'enseignement. J'ai enseigné au premier cycle, au second cycle, au lycée, à l'université. Je suis tout à fait d'accord qu'il faut refondre notre système éducatif pour le rendre plus performant. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Si on a l'impression qu'on forme tout le monde pour la fonction publique, et vous l'avez raison, on a moins de 200 000 fonctionnaires. Donc, or, le nombre d'étudiants est déjà frôle les 110 000. Donc, ils n'auront certainement pas de place dans la fonction publique. Il nous faut donc changer de logiciel de formation. Ça, c'est une évidence. Pour le moment, c'est très compliqué parce que le changement, c'est très compliqué. Maintenant, pour dire que non, en fait, les étudiants ont peur de revenir au Mali, d'accord, mais les pays d'accueil aussi ont des difficultés. Ce n'est pas tous les étudiants français diplômés qui ont un emploi. Encore moins au Maroc, en Algérie, etc. Donc le problème du chômage est fréquent et massif dans tous les pays. Maintenant, pourquoi ils ont peur de venir?
Bon, ils vont toujours dire que non, le Mali, il y a ça, comme ma fille la disait, que bon, on n'a pas confiance parce que même si on est compétent, probablement il faut avoir un levier, il faut avoir un parent. Bon, voilà, ça c'est des représentations, c'est des stéréotypes. Je crois que les choses ont changé depuis. On a besoin de compétences et quand les compétences sont là, je pense que vous avez plus de chances d'intégrer, pas la fonction publique, en tout cas un emploi quelconque. Si les gens sont compétents, et je suis d'accord avec vous, hein, c'est ce qu'on se vend. Maintenant, notre système ne forme pas pour ça. Le système forme pour que les gens attendent qu'on leur donne de l'emploi. Et il nous faut donc changer de logiciel de formation, afin que dès le départ, on puisse mettre les enfants dans des conditions, non pas d'attente, mais d'action, d'agentivité. Cela nous permettra, à la sortie, que ces jeunes-là n'attendent pas de leurs parents, n'attendent pas de l'État, mais qu'ils soient capables de s'insérer par leur action personnelle. Là, il y a une formation à faire. Et ça, on n'est pas dans cette direction pour le moment. Voilà. D'accord. Et si on parlait un peu des conséquences de ce phénomène pour un pays comme le Mali, quelles peuvent être les conséquences de cette fuite des cerveaux des étudiants qui partent, qui ne veulent pas revenir? Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence, Moriké Dembélé? Oui, les conséquences sont assez nombreuses. D'abord, ça va retarder le processus du développement du pays. Vous savez, est-ce que nous en sommes conscients? Non, on en est conscient, même si la prise de conscience n'est pas généralisée. On a la conscience, mais elle n'est pas généralisée. Elle n'a pas atteint un seuil où on va changer. Mais peut-être elle pourra atteindre un seuil plus tard. Mais disons que nous sommes conscients qu'il y a un certain nombre de ressources humaines dont le pays a besoin pour ces différents programmes de développement. Et ces ressources sont disponibles ici et là. Maintenant, je sais qu'au Mali, on avait estimé à un moment qu'il fallait faire un pont vers ces compétences extérieures-là. Et on a créé ce qu'on appelle le TOC10. Donc, qui permettait à ces personnes de venir au moins donner leur expérience à ceux qui sont restés. Mais c'est très timide. On a créé aussi MSAS qui est quand même aussi une grande organisation très active qui fait venir les Maliens de l'extérieur pour des rencontres scientifiques. Mais encore une fois, il y a une implication forte de l'État pour pouvoir renverser la tendance actuelle qui est quand même une tendance défavorable au développement du Mali. Est-ce qu'une organisation à l'échelle du continent, quand les pays africains s'organisent ou bien les pays de la sous-région, cela ne peut pas mettre fin à ce phénomène de fuite des cerveaux? Par exemple, des étudiants qui partent au Sénégal, des étudiants maliens qui partent au Sénégal, quand ils finissent leur cursus, ils préfèrent aller travailler au Congo ou bien voilà, dans un autre pays. Est-ce que si les États africains même s'organisaient pour mettre en place un système ou bien un mécanisme pour que ces étudiants puissent rester travailler sur le continent au lieu d'aller hors du continent? Non, c'est bien possible que l'Union africaine crée les meilleures conditions de mobilité, pas des étudiants mais des cadres dans l'espace africain. Bon, ça existe un tout petit peu, même si ce n'est pas encore suffisant. Mais je pense que les Africains, la plupart du temps, qui sont des pays assez pauvres, estiment que pour développer leurs compétences technologiques, leurs compétences scientifiques, il faut un environnement. Et cet environnement n'étant pas au Mali, n'étant pas toujours au Sénégal, ils sont tentés d'aller vers ces pays-là où ces conditions sont remplies pour un développement de leurs compétences. Vous comprenez, c'est important. Mais ce qu'on n'a pas encore peut-être pensé, c'est de dire, quand par exemple un Malien arrive à un seuil où il change la destinée d'une entreprise, que l'entreprise rembourse au Mali. Parce que le Mali a scolarisé première année, deuxième année, troisième année, quatrième année. Vous imaginez que quand un footballeur est formé par un centre de formation, et chaque fois, transfert, il reçoit. Oui. Donc, de la même manière, lorsqu'on investit de l'argent dans la formation des gens pendant au moins 12 ans, c'est beaucoup d'argent. Quand une société ou une grande entreprise les emploie, qu'on pense qu'à ces pays pauvres, c'est aussi une façon
de rendre ça redevable. D'accord. Merci beaucoup. Comment mettre fin à ce phénomène? Comment permettre à ces étudiants ou ces cadres qui partent hors du pays pour qu'ils puissent retourner après leur formation? Alors, je pense qu'il faut réactiver le lien entre les ambassades et les étudiants. Parce que jusqu'à aujourd'hui, si vous prenez 100 étudiants et leur demandez est-ce que votre ambassade est utile de votre côté, 99% vont dire non. Et les ambassades, parce qu'ils ne sont pas là pour les étudiants qui sont dans ces pays-là. Donc l'État doit penser à envoyer déjà des ambassadeurs qui ont étudié dans ces pays-là. C'est des gens qui connaissent la réalité du pays. Par exemple, un ambassadeur envoyé au Maroc doit au moins connaître la culture du Maroc, comment les gens vivent là-bas. Là, il peut savoir comment répondre, par exemple, à l'attente des étudiants. Ou bien ne serait-ce qu'être prêt déjà à les écouter. Il faut communiquer. Quand quelqu'un finit, il faut communiquer. Échanger avec l'État, dire que vous avez envoyé en telle année 50 personnes, la promo a fini cette année, comment on va faire? Il faut communiquer, c'est vraiment le plus important. Et c'est vraiment difficile. D'accord. Maïmouna So, on termine avec vous. Qu'est-ce que vous proposez comme solution pour, si on ne peut pas mettre fin à ça, qu'on puisse l'atténuer un peu? Bon, je pense que déjà c'est quelque chose qui est vraiment difficile, mais il faut que ces étudiants voient du côté positif à leur retour au Mali. Comme monsieur et mon collègue, monsieur Baye, il a si bien dit, il faut vraiment avoir un côté positif par rapport aux ambassades. Parce que les étudiants sont laissés par des ambassades d'abord, donc ils vont se dire, et si on revient au Mali? Et si ça ne marche pas? Donc il faut vraiment vaincre cette peur-là d'abord, pour revenir enfin au Mali et faire quelque chose de bien dans les entreprises. D'accord, cela est bien compris et c'est ce qui va mettre fin à ce grand dialogue qui parlait aujourd'hui de la fuite des cerveaux. On faisait le constat au Mali avec Moriké Dambélé, il est enseignant pédagogue, Oumar Ba est un étudiant de retour de Marrakech et actuellement entrepreneur, et Maïmouna So est également une ancienne étudiante en Turquie qui est actuellement gestionnaire d'une agence de placement universitaire. Cette émission a été réalisée par Mariam Koulibaly. À la technique, il y avait Adjiratou Traoré. À la régie vidéo, Salim Diouara. Sekou Gadjigo vous l'a présenté. Merci à toutes et à tous et à demain.